Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelle mémoire pour le Chili? Mesdames et messieurs, nous sommes venus vous raconter ce dont l'histoire ne veut pas se souvenir. 1. J'ai voulu commencer cet ouvrage par ces vers de Luis Sadvi, extrait de la cantate de Santa Maria de Iquique. Cette œuvre magistrale de la nouvelle chanson chilienne, ce récit du massacre des mineurs de nitrate, survenu dans l'école Santa Maria où les autorités d'Iquique les avaient parqués avant de les assassiner le 21 décembre 1907, m'ont marqué lorsqu'adolescente, je les découvris pour la première fois, quelque temps après le coup d'État perpétré par la junte militaire de Pinochet en 1973. Le groupe Quilapayún était alors en exil en France et ambassadeur de la chanson chilienne, interprétait cette cantate, faisant ainsi connaître cette histoire au public européen, par des voix et une instrumentalité d'une grande beauté. Il est d'ailleurs terrible de penser qu'il aura fallu une actualité aussi sanglante que celle du coup d'État, pour que beaucoup d'entre nous sachions où se situe le lointain Chili. Pour moi, aujourd'hui 30 ans plus tard, l'émotion et la révolte éprouvées alors sont intactes. De là est venu mon attachement indéfectible au peuple chilien et à son histoire, et tout particulièrement à l'histoire de sa classe ouvrière qui eut pour berceau cette terre minière du Nord, en plein désert d'Atacama. Bien qu'étant né en banlieue parisienne et n'ayant aucun Chilien dans ma famille, j'ai fait mienne cette histoire et je peux dire qu'elle a décidé d'une grande partie de ma vie, aussi bien sur le plan personnel que politique. Ma jeunesse a été nourrie par la chanson protesta latino-américaine, Les Paras, Daniel Viglietti, Mercedes Sosa, Victor Jara, Atahualpa Yupanqui, Inti Illimani, Ilapu, Quilapayún, qui a pour moi une valeur universelle, celle de l'être humain, de son droit à une existence digne et à la liberté. Contre l'injustice, la misère et la barbarie dictatoriale qui sévissaient alors dans presque tous les pays latino-américains, elle était, et est toujours la voix de la mémoire et de la révolte. Très jeune, j'ai rêvé d'aller sur ce continent. Ce rêve a pu devenir réalité. À partir de 1993, j'ai commencé à voyager régulièrement au nord du Chili, à Antofagasta et dans ce qu'on appelle la Pampa du Salpêtre. En parcourant les silencieuses salitreras abandonnées, en voyant les gares désaffectées, j'ai pu saisir l'importance capitale des travailleurs de la Pampa nitrière. Aussi ai-je décidé d'aller à leur rencontre. Au travers d'entretiens enregistrés sur magnétophone, j'ai invité à raconter leurs souvenirs, bons et mauvais, ceux qui ont fait jaillir l'or blanc du désert hostile, ceux qui sont nés dans ces campements, qui y ont vécu rire et larmes, succès et échecs, naissance et deuil. Des hommes et des femmes qui venus du sud du Chili, du Pérou, de Bolivie, de Chine, de l'ex-Yougoslavie et d'ailleurs, apportèrent leur force et leur intelligence et créèrent un type d'homme nouveau, le Pampino, une identité, une région, le Norte Grande. En France comme au Chili, nombreux sont les intellectuels qui pensent que la notion de classe est dépassée, que la classe ouvrière n'existe plus et que le seul fait de la mettre au cœur de préoccupations historiques est du prosélytisme. Mais c'est du prosélytisme que d'avoir une démarche militante de la mémoire, que d'aller interroger les simples, les gens du cru, les acteurs d'une histoire qui appartient à l'histoire mais que l'histoire veut parfois oublier ou simplement minimiser? Le lecteur en jugera. Mon propos n'est pas de justifier ma démarche auprès de ceux qui pensent que l'histoire orale est une histoire de seconde zone, et que les témoignages ne servent qu'à corroborer un point de vue scientifique avec un grand S. Mon propos est de donner le rôle principal à ceux d'en bas, Los de Abarro, comme le titre du roman du Mexicain Mariano Azuela, ceux qui ont par leur sueur, leur sang, leur sacrifice, forgé l'histoire d'une terre où rien n'aurait vu le jour sans eux, ceux à qui on ne demande rien que de subir en silence. Surtout au Chili, où la mémoire populaire a si souvent été bâillonnée, assassinée au cours d'époques de dictature sanglante, absente des manuels scolaires, censurée violemment, l'amnésie imposée comme raison d'État, selon l'expression de Luis Sepúlveda à propos du régime de Pinochet. De nombreux Chiliens ont appris l'histoire du massacre perpétré dans l'école Santa Maria d'Iquique grâce à la cantate de Luis Sadvi. Ce n'est guère étonnant, puisque l'un des principes fondateurs de la nouvelle chanson chilienne était de donner la parole aux petites gens, au travers de paroles de chansons et de restituer leur histoire que l'État voulait faire oublier. C'est bien pourquoi ce mouvement artistique était révolutionnaire dans toute l'assertion de ce terme. D'ailleurs, le régime militaire ne s'y est pas trompé en persécutant les artistes, en assassinant Victor Jara.
Ce mouvement artistique est parti des préoccupations des gens, de leurs expériences uniques et collectives, et ne les a pas regardés d'en haut, comme une tête pensante qui se croit supérieure à eux. L'historien Gabriel Salazar s'est justement insurgé contre l'attitude des sociologues d'une part, qui ne viennent d'interroger les petits témoins que pour obtenir des chiffres, des statistiques fiables, et des politiciens d'autre part qui, quant à eux, viennent renouveler ou renforcer leur échantillon d'électorat qui leur permettent d'asseoir leurs fonctions. Dans les deux cas, les témoins d'en bas servent aux intérêts personnels de leurs enquêteurs qui s'intéressent d'en haut à la vie du petit peuple. Et quel texte officiel rappelle que ces vies, malgré tout, œuvrèrent et œuvrent encore pour tous leurs compatriotes, même ceux qui ne sont pas pauvres? Ces vies de journaliers, par exemple, qui conquirent à pied et à la force du poignet les frontières minières, le désert nitrier? Dans les deux cas, ils se font déposséder de leur histoire. Au Chili, 17 ans de dictature, de raisons d'État ont signifié la négation de la mémoire. Suppression physique de personnes d'opposants, destruction massive de livres, de journaux et autres documents. La peur instituée a accéléré le processus. Les victimes de la répression elles-mêmes ont enterré, détruit, brûlé. Leur survie et celle de leurs proches en dépendaient souvent. Mais comment un événement d'une telle violence aurait-il pu échapper à la mémoire et à l'histoire? Septembre 1973 est associé à des images chocs qui ont frappé le monde entier. Le palais de la Moneda bombardé en flammes, les stades de foot devenus camps de détention et de torture, les perquisitions et les rafles massives dans les quartiers populaires, les autodafés, un Pinochet impassible affublé de lunettes noires déclarant lutter contre le chaos marxiste. Ces images font partie de la mémoire collective internationale, comme autant de crimes contre l'humanité. Pourtant, il a fallu bien du courage à ceux qui ont filmé à découvert ou en cachette, qui ont photographié au péril de leur vie, qui ont écrit, enregistré, témoigné, fait passer des documents à l'étranger afin que le monde sache ce qui se passait dans ce pays du bout du monde pris dans l'étau de la répression et de la barbarie. Déjà, lors du tournage de La bataille du Chili, un film de Patricio Guzmán, un caméraman argentin avait filmé sa propre mort le jour du Tancazo. Sa mort laissait présager des ténèbres des années à venir. Pour le spectateur, l'image qui bascule est celle de la répression qui veut éliminer tout témoin. Plus tard, Pinochet au pouvoir déclarera les caméras interdites. Témoin, le mot-clé est dit. Témoigner est un acte conscient, et la conscience donne la force de libérer la parole bâillonnée. L'histoire orale du peuple d'en bas est d'une importance sociale, elle est un choix politique. Gabriel Salazar écrit que vers 1976, commencent les interviews de prisonniers politiques, d'habitants des poblaciones misérables. De son côté, le vicariat de la solidarité constitue des archives. Cette démarche de recueillir cette mémoire populaire, faite dans une perspective de lutter pour conserver la vie, la vérité et l'identité, Salazar, sera considérée comme du délire par certains intellectuels chiliens. Le même historien cite Paul Thompson, sociologue britannique. L'histoire orale est une histoire faite avec les gens eux-mêmes. Elle aide les moins favorisés, surtout les plus âgés, à récupérer dignité et confiance en soi. Dans une situation d'oppression, témoigner est un acte de résistance contre le régime, contre le silence et l'obscurité qu'il veut imposer. C'est un moyen de récupérer sa mémoire, de se réapproprier son histoire et de retrouver une dignité bafouée. C'est aussi l'expression d'une souffrance niée par le pouvoir. Une dictature est une entreprise de démémorisation. En prenant le pouvoir, la junte de Pinochet déclarait mettre fin à une guerre. En réalité, il n'y eut pratiquement pas de résistance armée. Les militaires contrôlèrent le pays en 2 jours, et le rapport Rettig, 1991, évalue à 25 le nombre de tués parmi les forces de l'ordre et à plusieurs milliers le nombre de morts et disparus civils au cours des années de dictature. Mensonge, silence, culpabilisation des victimes par rapport à ce qui leur arrive, ils l'ont cherché, sont des outils de cette démémorisation. No pao nada, il ne s'est rien passé, peut, outre le titre d'un roman d'Antonio Scarmetta, être le résumé de la version officielle des couches sociales ayant soutenu le coup d'État de 1973. Mais la mémoire ne se rend pas, a écrit Carmen Castillo. En effet, ce qui s'est réellement passé a fini par se savoir et par mettre mal à l'aise les anciens proches du régime. Un historique mea culpa de l'armée par la voix de son commandant en chef Juan Emilio Scher
a été publié dans le quotidien La Tercera le 5 novembre 2004. Ce texte est intitulé « Armée du Chili, la fin d'une vision ». Le général y affirme clairement que les violations des droits de l'homme ne peuvent jamais et par quiconque avoir une justification éthique. À mon avis, il s'agit pour l'armée surtout d'un coup médiatique visant à apparaître politiquement correct et respectable après des années de crimes. Le général Cher explique qu'entre 1973 et 1990, l'armée avait dû faire face à ses responsabilités dans un monde divisé en deux blocs par la guerre froide, et qu'elle avait, dans ce contexte précis, l'absolue certitude que son procédé était juste et qu'elle défendait le bien commun général et la majorité des citoyens. Le général s'arme de prudence et devance les critiques, légitimes dit-il, arguant de la logique de confrontation qui régnait alors au Chili. Certainement, Cher veut parler de confrontation sociale, plus exactement de lutte de classe. Ce qui signifie bien sûr que dans cette lutte de classe, l'armée a choisi son camp, celui de la bourgeoisie revancharde et haineuse qui craignait de voir les ouvriers et les paysans se saisir des terres et du pouvoir. À propos du dernier discours de Salvador Allende depuis le palais de la Moneda assiégé, Carmen Castillo écrit « Ses dernières paroles publiques ont été « L'armée a trahi ». Elle n'avait pas trahi, elle a joué son rôle. Je partage cette opinion. Dans cette lutte de classe, l'armée a bel et bien choisi le camp des exploiteurs qui ne voulaient pas que les masses populaires chiliennes donnent des idées subversives aux autres peuples du cône sud spoliés par les mêmes. Alors la déclaration de Cher n'a rien de subversif aujourd'hui même si c'est un fait sans précédent, car il considère que le Chili d'alors, celui de la lutte de classe, est révolu. Certes, il exprime la compassion de l'armée actuelle envers les victimes et cite les efforts consentis par elle pour que les violations des droits de l'homme ne se reproduisent jamais plus, évoquant la participation des militaires à la table de dialogue et aux recherches des détenus disparus. On peut se demander si l'armée aurait fait ce mea culpa, sans l'acharnement des associations et des familles qui ont exigé de savoir dónde están des années durant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cependant, le fait que des dignitaires de l'armée déclarent solennellement leur institution coupable d'avoir commis des atrocités est sans nul doute bénéfique pour les victimes de la dictature. Leurs souffrances sont des coupables qui sont nommés, et la reconstruction morale peut avancer. L'oubli ne l'a pas emporté sur la mémoire. De même, le rapport de la Commission nationale sur la prison politique et la torture de la fin 2004 est essentiel dans ce sens. À la demande gouvernementale, ce rapport regroupe et analyse le témoignage de 35 868 personnes qui ont été victimes de détention et de torture pour raisons politiques, entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. Les témoignages ont été recueillis dans toutes les régions du Chili, ainsi que depuis l'étranger par l'intermédiaire des consulats. Les membres de cette commission ont été désignés par le gouvernement. Il est à noter que dans son directoire, il ne se trouve aucun dirigeant des associations d'anciens détenus, bien qu'il y ait eu des rencontres avec elles. Les personnes chargées de recueillir les entretiens, jeunes bien souvent, ont vécu là une expérience marquante, bouleversante et angoissante, car beaucoup n'avaient jamais entendu ni même soupçonné rien de tel. La vie de chacun en est forcément bouleversée ou tout au moins, sa vision du monde, de la société qu'il croyait connaître. Quant à la personne qui raconte l'enfer vécu, elle le revit une nouvelle fois certes, mais autrement qu'au travers de ses cauchemars et elle jette des mots face à des personnes qui ne sont pas ses proches et qui ne sont pas dans le même pathos. Cette tâche de donner et de recevoir de tels témoignages est une expérience douloureuse qui ne laissera personne indemne. Cependant, à l'heure où j'écris ces lignes et quelles que soient les conditions dans lesquelles a été fait ce rapport, il est indéniable que le peuple chilien est en train de faire un travail de mémoire unique, que la France, par exemple, n'a pas encore été capable de faire par rapport à la guerre d'Algérie. Au Chili, pays où donner le fouet était un châtiment autorisé par la loi jusqu'en 1949, il va être créé la loi 19-1992, loi de réparation économique et juridique envers des victimes de l'État dictatorial. Il est question de les aider en priorité dans le domaine de la santé, de l'éducation et du logement. Il est question de créer un Institut national des droits de l'homme. Le travail d'archives et de mémoire déjà fait pour la justice est reconnu officiellement, y compris par l'UNESCO, dans le cas des archives du Vicariat de la Solidarité.
Cette démarche de reconnaissance, ce souffle libératoire de la parole ne peuvent qu'être positifs pour les victimes et leurs proches. Un peuple qui bâillonne sa mémoire et nie son histoire ne peut être libre. Je pense que ce qui se passe au Chili est un progrès immense pour la conscience humaine et sociale. Mais la démarche gouvernementale a eu des limites que je dois dénoncer, à partir des éléments dont je dispose. Le discours de l'ex-président Ricardo Lagos, daté du mois de novembre 2004, et quelques réactions d'associations d'ex-détenus. D'abord, de nombreux témoignages n'ont pas été pris en compte ou n'ont pu se faire dans le cas où les victimes étaient mineures au moment de leur détention. Il ne faut pas oublier que les enlèvements d'enfants ou la torture sur leur personne étaient une pratique généralisée, en guise de pression sur les adultes. Ni que les femmes enceintes étaient systématiquement torturées. L'association des ex-mineurs détenus a d'ailleurs adressé une lettre de réclamation auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies le 11 février 2005. D'autre part, une profonde colère m'anime à la lecture et relecture du discours présidentiel, dans lequel je retrouve des arguments semblables à ceux du général Cher. Un président vraiment socialiste, donc marxiste, ne dirait pas que l'armée s'est écartée de sa tradition historique. Quant à l'hypocrite, je n'ai pas de réponse face à cela. À la question du pourquoi de l'horreur et de telles conduites humaines, elle soulève mon indignation. C'est tout simplement la haine de classe, celle de la bourgeoisie envers la classe ouvrière et paysanne qui a justifié cette dictature comme toutes les autres. Pour le comprendre, il suffit de voir une scène de l'excellent film d'Andrés Wood, Machuca, dans laquelle les parents des collégiens, aisés et démunis, sont réunis par le prêtre directeur et s'affrontent verbalement. La mère de Pedro Machuca émeut fortement l'assistance en évoquant la vie de son père métayer et ses propres espérances de changement social. Elle est violemment interrompue par la mère de Robles qui l'injurie de cette façon. « Sale et gris. Pourquoi ne pars-tu pas ? Les marxistes dehors. » Plus tard, c'est la mère de Gonzalo Infante qui, au cours d'une manifestation, insultera Silvana, l'adolescente amie de Pedro et Gonzalo, et lui dira « Retourne à ton bidonvillier ». La haine de classe atteint là son paroxysme et quelques scènes plus loin, l'horreur sera réelle, illustrée par les exactions des militaires dans le bidonville, l'assassinat de Silvana qui voulait protéger son père. Le réalisateur Andrés Wood était un enfant de 8 ans en 1973 et fait partie des témoins impuissants de l'horreur perpétrée. Machuca est la première œuvre de fiction, depuis la dictature, à évoquer la tragédie, a attiré une foule de spectateurs et a soulevé de nombreuses polémiques. Ce film courageux, tout en ne prétendant pas être politique, pose clairement les limites d'une éventuelle réconciliation des deux camps. Je ne sais si Ricardo Lagos aura vu Machuca, mais il est certain que nous n'en aurons pas la même lecture. À propos de la loi de réparation, sur le plan économique, Lagos reconnaît qu'il est impossible de réparer des dommages physiques et spirituels qui ont marqué la vie de tant de compatriotes, et parle d'une austère compensation de 112 000 pesos mensuels. Le site internet des anciens détenus de l'île Dawson, www.dawson2000, insiste clairement sur le fait que ce qui s'est passé est irréparable, et sur l'impact du discours présidentiel. L'expression austère compensation a eu un effet violent chez de nombreuses victimes et le principe de demander ou non une indemnité suscite bien des discussions et sentiments contradictoires. Quant à la coordination de la Agrupaciones de Expresas y Presos de Chile, dans sa déclaration publique du 29 novembre 2004 intitulée Verdad, Justicia y Reparación Integral, elle s'indigne des atermoiements du président à propos de la décision concernant le montant de l'indemnité compensatoire. Il nous semble être une grossière manipulation que de parler d'austérité, des plus pauvres et du financement du plan Auge, étant donné que ce qui nous conduisait à la prison et à la torture fut et est encore notre engagement envers les plus pauvres et la justice. À juste titre, car effectivement les victimes qui sont en âge de prendre leur retraite n'ont souvent pas les moyens suffisants pour vivre décemment sans travailler, alors qu'il serait temps pour eux de se reposer. Mais lorsqu'on vit au Chili, sous le règne de l'ultralibéralisme économique, on sait que 112 000 pesos peuvent payer la mensualité de l'université où étudie le fils, la petite-fille ou la nièce, ou tout simplement le loyer. Alors, entre rage, frustration et douleur, le choix devient problématique. Certains refuseront sans doute l'indemnité.
Lagos ne s'y trompe pas et dans une tactique manipulatrice, évoque leurs gestes solidaires. En réalité, il sait très bien que la dignité bafouée ne s'achète pas et que justice n'est pas faite. De plus, les victimes de la répression appartiennent essentiellement aux couches défavorisées de la société chilienne. Ce n'est pas un hasard si la répression fut la plus brutale dans les poblaciones. C'est d'ailleurs ce que critiquent les associations des victimes. C'est aussi pourquoi sur le site internet El Siglo, on peut trouver le nom des anciens tortionnaires qui sont dénoncés sur la place publique. J'ai appris que l'un d'entre eux, harcelé, ayant dû changer plusieurs fois de travail, s'est suicidé en se jetant dans le vide en janvier 2005. Bien sûr, cette mort ne change rien et ne ramène pas les disparus, mais la vérité éclate au grand jour et le fardeau du silence qui régnait auparavant recule et se fait moins lourd aux épaules des victimes. La même coordination citée précédemment veut que tous les coupables soient condamnés, et déclare: Nous reconnaissons le travail réalisé par la Commission nationale sur la prison politique et la torture et sa contribution, bien que partielle, à l'établissement de la vérité, avec pour réserve les limites imposées par le décret présidentiel. Ricardo Lagos a effectivement raison en disant qu'il n'y a pas de lendemain sans hier. Seulement, tout dépend du pourquoi de la mémoire. Lagos le dit et le répète dans son discours. Pour lui, il s'agit de rapprocher les Chiliens, non de les diviser. L'armée n'est donc pas remise en cause en tant qu'institution au service de l'État bourgeois. Au contraire, elle devrait être réhabilitée si l'on suit la logique du discours, puisque les crimes commis s'écartent de sa tradition historique et que les forces armées appartiennent à tous les Chiliens. Vraiment ? N'est-ce pas l'armée chilienne qui a massacré à maintes reprises les ouvriers grévistes du Salpêtre ou d'ailleurs ? Lagos n'utilise pas le terme de trahison, mais son raisonnement ne diffère pas de celui de Salvador Allende. C'est le même respect envers l'appareil d'État de dirigeants profondément réformistes, et prêts à reproduire la même politique suicidaire pour la classe ouvrière. Alors, au sujet de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain ? Certainement pas, et ce, malgré les limites imposées par le gouvernement de l'ancien président Lagos. En effet, même si les dirigeants socialistes ne veulent tirer aucune leçon de l'histoire passée, le témoignage de milliers de victimes a été sollicité et mis sur le devant de la scène, et c'est essentiel. Il était capital de faire appel à eux, car ce sont eux qui ont vécu l'amnésie et le silence imposés par la force politique et économique. Ils sont les vecteurs du souvenir. La mémoire nationale, celle qui s'inscrit dans un patrimoine commun, se forme après réception de multiples signaux. On appelle ici vecteur tout ce qui propose une reconstruction volontaire de l'événement, à des fins sociales. Qu'elle soit consciente ou non, qu'elle délivre un message explicite ou implicite, les nombreuses représentations de l'événement participent toutes à la définition d'une mémoire collective. Dorénavant, ce ne sont plus les seules associations, ces vecteurs associatifs ou les proches des victimes qui sont le réceptacle de cette mémoire, mais bien toute la société chilienne. Et inévitablement, cette dernière en tirera d'importants enseignements pour le présent et le futur. En son sein, j'en suis sûr, apparaîtra une nouvelle génération désireuse d'abattre un système capable d'engendrer une telle barbarie comme les dictatures, car la pratique du témoignage rétablit sur tous ses plans la solidarité humaine. Il s'agit de raconter la vérité telle qu'elle peut être racontée d'homme à homme, de rétablir la fonction de liaison du langage, de restaurer les valeurs constitutives de l'appartenance à une communauté de semblables en dénonçant des principes bafoués, de rappeler les responsabilités de chacun pour le présent. Renaud Dulon évoque ici les témoignages des rescapés des camps d'extermination nazis, et je crois que c'est tout aussi vrai pour les victimes de la dictature de Pinochet. Rien ne remplace la parole, pas même les plus beaux monuments. Ariel Dorfman, qui fait référence à ceux qui, au Chili, ont perdu foyer, travail, revenus et droit à la santé, aux souffrances des habitants des poblaciones, aux exilés politiques ou économiques, écrit à propos du mur de la mémoire du cimetière général de Santiago et de son impossibilité à être complet, à représenter toutes les souffrances. Ce mur ne rappelle pas les centaines de milliers de Chiliens qui furent torturés et ont survécu. Ce mur ne comprend et ne peut comprendre leur inépuisable mémoire. Un autre exemple, la caserne Terranova, plus connue sous le sinistre nom de Villa Grimaldi, située dans la commune de Penaloen,
est l'un des lieux de torture de la capitale. S'y trouve désormais le Parc de la Paix où a été érigé, en 1998, un mur sur lequel figurent 225 noms de personnes qui y sont mortes sous les sévices des bourreaux. Ce mur est inachevé. On doit compléter ce récit, tout comme doit être complétée l'histoire d'un Chili réduit au silence pendant longtemps. L'histoire de la Villa Grimaldi, en tant que production sociale, réaffirme la nécessité de parler, d'échanger, de célébrer et de créer des rituels qui parlent du passé dans le présent et qui préparent des conceptions sociales pour l'avenir. Rien au monde de plus invisible qu'un monument, a écrit Robert Musil sur l'imperméabilité des monuments. Certes, ces monuments ont le mérite d'exister et rappellent aux visiteurs l'horreur passée. Certes, leur présence est la volonté de beaucoup et soulage un instant leurs spectateurs du fardeau de leur mémoire. Certes, ils sont des vecteurs officiels du souvenir, une reconnaissance de la responsabilité de l'État envers les morts et les disparus dont les noms figurent. Mais tout dépend de qui est le visiteur, du pourquoi et du comment de sa volonté de mémoire. La mémoire privée de conséquences contient les germes de sa propre destruction. Nous contenter de noter passivement les contours de ces mémoriaux, ne pas voir leur genèse et ne pas être affecté par l'acte de remémoration, c'est dire que nous ne sommes souvenus de rien. Enfin, il ne faut pas confondre la mémoire vivante collective avec la mémoire officielle car édifier une stèle, organiser une commémoration, cela a déjà une autre signification. Un monument commémoratif est toujours un monument aux morts. Pour preuve, les funérailles de la dirigeante du Parti communiste chilien, Gladys Marin décédée dans la nuit du 5 au 6 mars 2005 à l'âge de 63 ans, des suites d'une tumeur au cerveau. Considérée comme la pasionaria chilienne, Gladys Marin est responsable des jeunesses communistes lorsque survient le coup d'État. Elle entre alors dans la clandestinité mais sur décision du parti, elle doit s'exiler à partir de décembre 1973. Elle assume des tâches de solidarité à l'étranger, avant de revenir clandestinement au Chili en 1978. Gladys Marin ne faisait pas partie des politiquement corrects, ayant toujours soutenu le régime de Fidel Castro et prôné la lutte armée pendant la dictature. Candidate aux élections, elle n'obtenait qu'un faible pourcentage. Mais elle imposait le respect, de par sa combativité et sa détermination. Son décès m'a touché personnellement, car je l'ai vu 2 fois. La première, le 13 juin 1975, lors de l'Année internationale de la femme, le Parti communiste français avait organisé à l'île Saint-Denis, 93, un meeting où étaient invitées des femmes en lutte du monde entier, entre autres Angela Davis, Virginia Vie et Gladys Marin. C'est Gérard, le secrétaire de cellule du quartier qui avait insisté auprès de mes parents pour que je vienne. Je n'oublierai jamais cette belle journée estivale. Mon père était à mes côtés. Je me souviens même aujourd'hui de la tunique orange fleurie que je portais. C'est aussi là que j'ai découvert le groupe Quilapayún chantant El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, repris en chœur par une foule enthousiaste et solidaire. J'avais 15 ans et j'écoutais ces femmes, qui luttaient durement à l'autre bout du monde, nous remercier de la solidarité qui, elles l'affirmaient, les avait sauvés de la prison ou de la mort, ou bien des deux. Je sais que c'est ce jour précis que j'ai pris ma décision. Je militerai au sein du mouvement communiste. La deuxième rencontre avec Gladys Marin eut lieu presque 30 ans plus tard, au tout début de ce XXIe siècle, à Antofagasta. Le Parti communiste avait préparé un rassemblement sur le Paseo Prat, en centre-ville, pour accueillir la camarade candidate au présidentiel. Je me trouvais dans cette haie d'honneur improvisée. Même si je critique le côté stalinien de Gladys Marin, je tiens à dire qu'elle a fait partie de ceux qui m'ont donné envie de militer pour un monde juste, sans misère ni exploitation. Ce qui s'est passé à sa mort m'a d'autant plus surprise. Le gouvernement a décrété un deuil national de 2 jours, les 7 et 8 mars. Des milliers de personnes sont venues saluer la dépouille de Gladys Marin au Palais du Congresso. Ricardo Lagos et les autres personnalités présentes à la veillée funèbre ont chanté ensemble l'Internationale. Le quotidien français Le Monde du 8 mars 2005 cite l'ex-président chilien. En dépit des différences politiques, Gladys Marin a incarné les meilleurs idéaux du Chili. Gladys Marin mérite certainement ce grand hommage populaire, sincère, lui.
En ce qui concerne la sincérité et le désintéressement des membres du gouvernement chilien, j'ai des doutes et je pense aux vers de Georges Brassens. Il est toujours joli le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types. Encensés pour mieux enterrer? Comme si Gladys Marin était elle aussi, le symbole d'une époque à jamais révolue. Est-ce là le message que voudrait faire passer la mémoire officielle? Imaginer Ricardo Lagos chantant l'Internationale me met en colère, car je me demande comment il l'ose. En août 2003, je me trouvais à Antofagasta et le 13 de ce mois, je me suis rendu à la Plaza Colón, afin de me joindre aux manifestants qui s'y étaient rassemblés, environ 250 personnes, avant de défiler brièvement jusqu'à la place du marché central. La Centrale unique des travailleurs, CUT, avait appelé à une journée de grève nationale afin de protester contre les difficultés rencontrées par l'ensemble des travailleurs. Cette grève avait une importante valeur symbolique, car c'était le premier appel lancé enfin par la CUT depuis la fin de la dictature, soit 13 années après. Eh bien, l'ex-président Lagos et son gouvernement, médias à l'appui, ont pesé de tout leur poids pour que cette grève soit, non seulement un échec, mais aussi qu'elle ne soit pas vue d'un bon œil par la population. Pression, intimidation, menace d'appliquer le loi de sécurité intérieure envers ceux qui causeraient des troubles, présence policière massive, en particulier dans la capitale, les travailleurs ont eu droit à tout. Sans oublier les remarques offusquées du gouvernement qui disait ne pas comprendre qu'on puisse se servir de la grève lorsqu'on ne vit plus sous une dictature, et qu'il ne fallait pas déranger le camarade Lagos qui faisait de son mieux, etc. Résultat, grève et manifestations ont quand même eu lieu. Les gens ont fait ce qu'ils ont pu pour participer ou soutenir la grève. Grève effective, débrayage, absentéisme. Je me souviens que mon amie Victoria, la professeure de français qui m'héberge à Antofagasta, était sur son lieu de travail mais se réunissait avec ses collègues pour une journée de réflexion, tous les élèves du lycée ayant décidé de ne pas venir en cours afin d'être eux aussi solidaires. Je me souviens aussi que Victoria pestait contre le syndicat enseignant qu'elle jugeait peu déterminé, face à la gravité de la situation sociale. Il faut dire que 17 années de dictature et 14 ans de concertation donnent lieu à un bilan catastrophique en matière de liberté d'expression. Même si l'article 8, qui déclarait la lutte de classe anticonstitutionnelle, a été abrogé, il n'empêche que la constitution imposée par Pinochet le 11 août 1980 est pour le moment toujours en vigueur. Elle affirme la liberté d'opinion, mais interdit la grève aux fonctionnaires d'État. Cette constitution autoritaire est un héritage du régime dictatorial. Seul le Parti communiste et l'extrême gauche la contestent actuellement. La concertation, quant à elle, ne la remet pas du tout en cause et continue la même politique néolibérale menée par Pinochet. Les 30 dernières années signifient donc un drame pour les travailleurs chiliens et leurs organisations. Parmi les travailleurs, une toute petite minorité est syndiquée, même si le mécontentement est réel et fort. Mais contre vents et marées, cette grève a eu lieu et a été favorablement accueillie par la population. Quelle trace aura laissé la journée du 13 août 2003 dans les mémoires? Bien sûr, cela dépendra de ce que signifie le mot grève pour chacun, selon sa position et sa conscience sociale. Certains auront complètement oublié cette date, et d'autres en auront tiré des enseignements. La mémoire individuelle aura reconstruit cette journée à sa façon, avec ce qu'elle aura omis, mis en exergue, analysé. Cette matière fluctuante, fragile et têtue qu'est la mémoire est vivante. Elle s'entretient, s'enrichit par la transmission, par la parole. Elle s'oppose à la mémoire officielle, figée une fois pour toutes. Au Chili comme ailleurs, une lutte permanente pour la mémoire vivante, celle de ceux d'en bas, est indispensable. L'histoire de l'unité populaire ne représente qu'une quinzaine de lignes dans les manuels scolaires, alors qu'elle a marqué profondément la vie de tout un peuple. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les films de Patricio Guzmán, comme Chili, la mémoire obstinée, où il fait revenir ensemble d'anciens détenus politiques à la Moneda, à Chacabuco, et recueille leurs réactions et souvenirs. Salvador Allende, le dernier film de ce cinéaste obstiné qui veut faire réfléchir, n'a été accepté que par un seul distributeur au Chili. Les films qui étaient présentés à Paris, au cinéma Le Latina,
du 23 au 30 novembre 2004, dans le cadre du festival 1588 minutes de cinéma documentaire chilien, n'ont pas été, dans leur grande majorité, vus par le public au Chili. À cette occasion, j'y ai découvert le documentaire de Ronnie Ramirez, Fantasma de Victoria, qui m'a particulièrement intéressé et touché car il fait le lien entre la mémoire ouvrière et le nitrate, ce qui est le vif de mon sujet. Il donne la parole aux acteurs de la mémoire, aux témoins directs d'un passé mort pour les autres, mais bien vivant dans leur propre cœur. Le film commence par l'interview de Jorge, qui a participé à la démolition du campement de la Salitrera Victoria. Il s'interroge, et dit que jamais il n'aurait pensé faire tant de mal à d'autres personnes, tout bonnement en faisant le travail qu'on lui avait demandé de faire. Un retour en arrière, avec des images de l'époque, explique l'origine de la mort de Victoria. En 1979, Pinochet visite le campement. Personne n'assiste à la cérémonie, hormis quelques officiels. Furieux, Pinochet décrète que Victoria est un nid de communistes et ordonne son démantèlement. Pinochet n'a sûrement pas oublié, lui, que la conscience ouvrière chilienne est née ici, dans la désolation de la pampa brûlante. Dans ce documentaire, il est aussi question du 11 septembre 1973. 51 personnes sont emmenées par les militaires lors de rafles et perquisitions, qui ont lieu de 21h à 5h du matin. Ces personnes sont déportées au sinistre camp de concentration de Pisagua, où des corps criblés de balles ont été déterrés en 1990. Depuis, des romerías, pèlerinages, y ont lieu plusieurs fois par an, comme le montre le film, avec discours politiques et l'évocation de chaque compagnero tombé, mais présente dans les mémoires. Histoire avec un H et vie quotidienne sont autant de souvenirs qui affluent lors des retrouvailles de la fête des morts le 1er novembre par exemple. L'image du premier baiser échangé sur ce banc, un ancien coin de rue rasé, l'église où l'on s'est marié, la visite de Fidel Castro coiffé d'un casque de mineur prenant la parole sous le kiosque de la place de Victoria. Dans la salle, non loin de moi, se trouvait un couple d'une 50aine d'années, natif de Maria Elena, tous deux très émus par la projection. Je les ai abordés. L'homme pleurait, mais avait envie de me parler, me croyant chilienne exilée comme lui. Il était tout jeune en 1973, et avait été incarcéré à la prison d'Antofagasta. La conversation fut abrégée, car sa compagne était visiblement contrariée de le voir aussi ébranlé. Ce fut un moment très fort pour moi, car cette brève rencontre me renvoyait à ma problématique de légitimité. Ce n'était pas un hasard si je me sentais aussi émue, aussi concernée que ce monsieur rencontré au cinéma Le Latina. Décidément oui, je me sentais et je me sens partie prenante de cette histoire, et je pouvais écrire, faire passer le message de ceux qui m'avaient accordé leur confiance et permis de parler en leur nom, à l'autre bout du monde. Dans le documentaire de R. Ramirez, une femme de Victoria dit une phrase essentielle. Tant qu'il y aura un Pampino sur Terre, les fantômes de Victoria demeureront. Oui, il faut recueillir les témoignages des Pampinos vivants. Il faut laisser la parole aux témoins, garants de la mémoire. Il faut aller réveiller les souvenirs des témoins, à l'âge souvent très avancé. Pour sauvegarder leur mémoire, il ne faut pas attendre qu'ils soient morts et enterrés, que le village de Maria Elena disparaisse lui aussi, que le tsunami et le tremblement de terre sans précédent annoncés par les scientifiques pour le Norte Grande se produisent. Le propos est urgent. Ce n'est pas la mémoire officielle qui le fera, car elle participe au tournons la page, au n'en parlons plus. Au contraire, je suis de l'avis des historiens chiliens du collectif Oficios Varios qui ont dit, dans une interview accordée à Eco Pampino numéro 23 de juin 2004. Un important travail est nécessaire pour sauver de l'oubli l'expérience des membres les plus oubliés de la société. La quasi-disparition de l'industrie du salpêtre ne doit pas autoriser l'oubli par l'histoire de ces lieux de mémoire, où s'est rencontrée presque toute la planète. Une approche de la pampa. C'est en août 1993 que j'ai foulé pour la première fois le sol tourmenté et brûlant d'une salitrera, Humberstone. Je ne connaissais la pampa que de façon livresque. Je venais d'écrire l'année précédente un mémoire de maîtrise, Le monde des mineurs du Nord chilien et la création littéraire chilienne du XXe siècle. J'étais donc abreuvée de poésie, romans, chansons et autres essais touchant ce thème. Mais cela ne me suffisait évidemment pas,
j'avais soif de mettre sur ces écrits des images, des sons et des odeurs. Ah! L'odeur iodée de la pampa. Elle est unique, inoubliable et je pouvais comprendre concrètement pourquoi Neruda comparait la pampa à l'océan. Et cette chaleur sèche qui vous écrase. Et puis la solitude, l'immensité. Aucun chant d'oiseau, le souffle du vent lugubre pour seul compagnon. De quoi rebrousser chemin. Pourtant la vie est là, des traces d'une vie bouillonnante, là, au milieu des ruines et de la désolation. Machines, maisons, théâtres, outils, ferrailles ça et là. Mon imaginaire m'a permis de voyager à travers le temps, et tout en déambulant au hasard, me souvenant de mes récentes lectures, le village abandonné a retrouvé ses habitants, son animation et ses bruits. On ne va pas impunément sur des lieux abandonnés. L'attente sensible y est plus forte et plus secrète qu'au cours d'une visite d'un musée ou d'un espace restauré. Les ruines de la modernité sont parlantes à qui veut bien les écouter. Le lieu abandonné, souvenir d'une vie collective de production et de partage de souffrance, de joie, s'oppose à l'oubli tramé par la logique même de la conservation. Son enjeu, dans l'appréhension sociale et affective qu'il appelle, est de faire apparaître une autre mémoire le plus souvent portée disparue. Effectivement, le musée du nitrate que j'avais visité la veille à Iquique ne m'avait pas fait le même effet. J'y avais bien pris en photo un superbe secrétaire d'administrateur, la lourde pelle du mineur et plein d'autres choses en parfait état de conservation. Je me souviens d'avoir été très ému en voyant derrière une vitrine, des fichas en carton, en tissu, en métal, gravés au nom de différentes salitreras, car je songeais alors au travail harassant qu'avait dû fournir l'ouvrier pour l'obtenir avant de la redonner à son patron par l'intermédiaire de la pulperia, aux luttes sanglantes menées par lui et ses camarades pour l'abolition de cette ficha, symbole de l'esclavage du Pampino. Mais ce n'est qu'en prenant ce taxi collectivo en direction de Pozo Almonte, ce n'est qu'à Humberstone, sur le terrain, que j'ai pu m'approprier cette mémoire collective et la faire définitivement mienne. Le sensible s'unissait à l'intellect. Je me rappelle avoir entonné quelques couplets de la cantata Santa Maria de Iquique sous le kiosque de la place, et gribouillé au stylo un Vivan lo Strabarador sur la balustrade. La demeure du gardien des lieux était loin, j'étais seul au milieu des restes de ce village, mais je n'étais pas seul, cette terre était chargée d'histoire. Les fantômes des centaines de travailleurs ayant souffert, aimés là peuplaient l'espace. Il me semblait les voir quitter le campement qui s'appelait en 1907 La Palma, avec femmes et enfants, ayant décidé de s'unir à leurs frères de San Lorenzo et d'ailleurs, entamant la pénible marche vers l'océan, vers Iquique, vers les autorités gouvernementales, dans l'espoir d'être écoutés comme des personnes et non comme du bétail. La cantate, qui faisait partie de mon imaginaire depuis l'âge de 15 ans, avait ses racines ici. Oui, ces vestiges me parlaient davantage que le plus complet des musées. Pourtant, en 1993, les producteurs de Pampa Illusion 2001 et leur troupe d'acteurs n'étaient pas encore passés par là, pas plus que la restauration de quelques édifices dans leur sillage. En 1993, la salitrera Humberstone se trouvait en assez piteux état. Alors pourquoi ces ruines me parlaient davantage qu'une belle restauration à l'identique ? J'ai trouvé une réponse dans ces lignes d'Henri-Pierre Jeudi, écrites à propos des espaces de l'archéologie industrielle abandonnés à la nature. Le rythme de la décomposition n'est pas sans analogie avec les maux de la mémoire. Pourquoi la rouille, les lézardes, les éboulements seraient-ils des signes de mort ? Les images, les récits et les fantasmes que suggèrent de tels lieux ne manquent pas de vie. La décomposition de ces bâtiments conserve la possibilité du récit, de l'histoire parce qu'elle lie magistralement l'objet à la labilité de l'image. Ainsi que le même auteur l'écrit plus loin, un lieu abandonné est le théâtre multiple des mémoires plurielles. Dès cette première visite dans la pampa nitrière, j'ai pressenti qu'il fallait faire quelque chose pour aider à la diffusion de ces mémoires. Et puis surtout, cette terre symbolisait des choses essentielles pour moi, de par ma propre histoire. La naissance du prolétariat en tant qu'être social, les premières luttes ouvrières au Chili, l'espérance et le combat du mouvement ouvrier pour un monde meilleur. Cela ne fait aucun doute que la Grande Grève de 1907, et son épilogue avec le massacre de l'école de Santa Maria, a symbolisé le mouvement ouvrier dans sa lutte pour revendiquer de meilleures conditions de vie. 15. De même,
Je me sentais reconnaissante envers ces travailleurs qui, par leur travail harassant, avaient fertilisé les champs d'Europe et avaient souvent, au prix de leur vie, lutté pour que le prolétaire ne soit plus un esclave des propriétaires industriels et des banquiers. Et cela, pour moi, dépassait les frontières, c'était universel. La vérité, c'est que nous aurons toujours une dette envers les martyrs de l'école Santa Maria. Mon sentiment premier s'est confirmé et renforcé en février 1995, lors de mon second voyage au Chili, au cours duquel j'ai découvert la salitrerie Chacabuco. J'étais partie pour les 2 semaines de vacances scolaires d'hiver. J'avais rejoint à Antofagasta mes amis Emmanuel, alors enceinte du petit Théo, et son compagnon le photographe Luis Navarro. Il s'était échappé de la canicule santiaguine et se trouvait chez une sœur de Luis, Irma. Celle-ci avait accepté de m'héberger aussi, sans me connaître. J'étais pour la première fois de ma vie adoptée par une famille chilienne très chaleureuse. Famille qui ne se limitait pas à ses seuls membres. Installée à Antofagasta, je continuais à collecter documents, livres et informations sur le Nord puisqu'à l'époque je préparais mon mémoire de DEA sur le poète antofagastin Andrés Sabella, dont j'affectionnais tout particulièrement les écrits. Il m'avait à lui seul donné l'envie de fouler la terre qu'il chantait dans ses poèmes et de connaître ses habitants, les Nortinos. Ce fut donc un voyage alliant plaisir et travail. Très exotique aussi, puisque je découvris la plage à 35 degrés en plein mois de février. 12 jours, ce fut à la fois court et intense, chargé d'émotions de toutes sortes. Aujourd'hui, 10 ans après, le souvenir le plus marquant que j'en ai gardé est bien la découverte de Chacabuco. Plus qu'une découverte, ce fut une véritable rencontre. Un ancien ami de Luis nous y avait emmenés dans sa Jeep. Quittant le bord du Pacifique et les palmiers de l'avenue Brasil, nous montions la route qui longe les poblaciones aux maisons modestes et souvent très très pauvres, faites de briques et de brocs et aux rues de terre battue, avant de serpenter longtemps entre les collines rocheuses. Au bout d'un moment, l'horizon enfin, un horizon aride, désertique. Antofagasta et son effervescence m'avaient fait oublier que nous étions dans l'Atacama. Derrière nous la ville, autour de nous et loin devant la pampa, sinistre et sans âme qui vivent a priori. Je m'étais installé avec Manu à l'arrière de la Jeep, et nous discutions. À l'avant, les connaisseurs du terrain. Luis Enorción, natif d'Antofagasta. Pour lui non plus ce n'était pas une balade anodine. Communiste dans l'âme, Luis avait mis son talent de dessinateur et de photographe au service de la lutte pour la vie et la justice. À partir de 1978 et jusqu'à son arrestation en mars 1981, où il fut torturé, Luis travailla au sein du vicariat de la solidarité. Il était chargé de la reproduction et de l'agrandissement des photos des disparus. Il dessinait les techniques de torture à partir des témoignages des personnes les ayant subies. Il photographia notamment les charniers découverts dans des fours à Lonquén et s'occupa de la diffusion des photos à l'étranger. Grand nombre de ces photos se trouvent dans la revue du vicariat, Solidaridad. Les photos lourdes de sens. Se rendre à Chacabuco était donc une épreuve pour lui. Voir les lieux où avaient souffert des compagnons, de la même façon que lui. En attendant, nous suivions la route, interminable. Quelques arrêts ponctuèrent l'expédition. Celui à la gare Prat désaffectée qui se meurt d'attendre on ne sait quel voyageur perdu. Au pied des collines pelées, des strates jaunes de soufre sur cette terre minérale. Une autre halte au rocher monument, qui marque la limite du tropique du Capricorne. Arrêt photo souvenir. Moment émouvant pour moi. De la route, Chacabuco ressemblait à une cité forteresse close. Une ville fermée de la pampa nitrière. Nous sortîmes de la Jeep, devant la porte-barrière. Soudain un homme moustachu, les cheveux grisonnants vint nous ouvrir. Poignée de main, accolade. C'était Roberto Zaldivar. Un regard clair, perçant, franc, de ceux qu'on n'oublie pas, chargés qu'ils sont d'histoire, de vécu, à l'image de la salitrerie Chacabuco. Il nous reçut dans la pièce des visiteurs. Une pièce sombre, fraîche, aux murs tapissés d'affiches et d'articles de presse. La discussion s'engagea, en particulier avec Luis. Roberto avait décidé de rester vivre là, depuis 1 an. Cet homme ayant été ouvrier, maçon, comédien, était avec un autre compagnon, le gardien de Chacabuco. Chacabuco a 2 histoires, 2 mémoires.
celle d'une ancienne salitrerie moderne à son époque et considérée alors comme une 5 étoiles entre toutes les autres, et celle d'un village fantôme transformé par Pinochet en camp de concentration pendant les premières années de sa dictature. Roberto, ce monsieur très spécial, ancien détenu politique à Chacabuco, a choisi de vivre dans cet endroit qu'il considère être un lieu de réflexion et de mémoire pour le peuple et son avenir. Une telle décision n'était pas celle d'une personne ordinaire. Je fus frappé par la démarche, le charisme et la conscience de cet homme. En vérité, sa personnalité m'a impressionné autant que la visite du lieu qui s'ensuivit. Déambuler dans le village sous un soleil brûlant, pénétrer dans les baraques, y découvrir des graffitis, une reproduction de l'église sculptée sur un mur, des impacts de balles et des gravats. Puis la place et son kiosque, le théâtre. L'imagination de chacun d'entre nous voyageait entre les deux histoires de Chacabuco, celle des Pampinos et celle des détentions arbitraires, histoire sombre faite de coups, d'humiliations, de simulacres d'exécution, de marches opaques à danser. Roberto Zaldívar avait voulu lutter contre l'oubli. Il voulait que cette deuxième histoire de Chacabuco soit transmise. La parole contre les absences de la mémoire. Pour cela, il restait là, dans ce campement fantomatique. Cet après-midi de février 1995 fut déterminant pour moi pour les années à venir, car ma rencontre avec Chacabuco allait déclencher d'autres rencontres avec des personnes y ayant vécu comme villageois pampinos et ou détenus politiques, et celle avec Roberto Zaldívar devait être capitale dans ma décision d'écrire ce livre. Des rencontres CLES. Avant même d'imaginer que j'allais écrire cet essai, j'ai pressenti l'importance que cette personne allait prendre pour moi. Aussi ai-je tenté de rencontrer à nouveau Roberto en 1997. Quittant Maria Elena, où je m'étais rendu pour la première fois, j'étais monté dans le car que prennent les mineurs pour aller sur Antofagasta. Le car passe au large de Chacabuco. Je priai le chauffeur, stupéfait du reste, de me laisser à la hauteur du village fantôme. Il était 14 heures, le soleil tapait et je n'avais presque pas d'eau. Je pensais naïvement qu'il serait aisé d'accéder à l'entrée de Chacabuco. J'eus beau tourner autour, je ne trouvais pas l'entrée. J'avais très mal à la tête. Je marchais sur des gravats, ne sachant pas que les militaires avaient laissé le terrain miné par endroits. Je finis par renoncer et dépité, retourner sur la route pour faire du stop afin de rentrer à Antofagasta. Des amis, horrifiés en m'écoutant leur narrer mon aventure, ne dirent que j'avais eu beaucoup de chance de ne pas sauter sur une mine. Ce ne fut que 2 ans plus tard, le 8 août 1999, que je pus enfin revoir et interviewer Roberto Zaldívar, à l'occasion du 3e festival de Chacabuco. Ce fut un moment unique et privilégié car les deux mémoires se croisaient, celle de l'âge d'or de l'or blanc et celle d'une période noire de l'histoire du Chili. Ce festival réunit plus de 5000 personnes autour du théâtre, des expositions, de la musique et des souvenirs de la Pampa. Tels des pèlerins, anciens et plus jeunes viennent revoir fumer la haute cheminée vers midi. Beaucoup de regards s'embuent à cet instant émouvant aux yeux de ceux pour qui ce spectacle fut quotidien, pendant des années de labeur. Beaucoup de choses en cette journée festive. Défilé en fanfare, représentation de la troupe d'Angel Latu qui interprète la Reina Isabel Canta Baranchera en présence de son auteur Hernán Rivera Letelier, le groupe folklorique Indios de Toda la Tribu chantant la cantata Santa Maria, un stand de Maud Conwesillo pour se réhydrater. On ne cesse de croiser des personnes en petits groupes ou isolés, en train de déambuler parmi les ruines, entrer dans une habitation, rechercher un lieu précis, une inscription, essayer de reconnaître une rue. Difficile de savoir dans quelle histoire se projette alors chacune d'entre elles. Cette vieille femme recherche-t-elle l'emplacement de l'hôpital de Chacabuco, où elle est née? Cet homme a-t-il repéré la baraque du Barrio Cívico, où il fut prisonnier politique au Nouvel An 1974? Cette journée fut inoubliable pour moi car je retrouvais des connaissances, et je partageais mon repas dans une baraque avec une famille amie rencontrée par hasard sur la place. L'après-midi, Roberto accepta de me recevoir pour une interview. Les retrouvailles furent chaleureuses, authentiques et l'enregistrement poignant. Un moment fort où le temps s'arrête pour laisser place à l'histoire. Depuis 1999, je suis retourné rendre des visites amicales à Roberto qui est malade et vit dans une grande précarité.
Ce festival de 1999 me permit également de reprendre contact avec Gilberto Paddy Mena dit El Abuelo Pampino, qui m'avait déjà invité chez lui, et à son émission de radio en 1997. Ce solitaire nostalgique de la vie pampina fait preuve d'une incomparable pugnacité, malgré l'adversité et le manque de moyens financiers. Depuis une dizaine d'années, El Abuelo Pampino, coiffé de son canotier, expose ses maquettes faites maison, ses expos de photos dans un musée itinérant qu'il a confectionné tout seul. Son humble logement de la rue Sucre à Antofagasta est transformé en musée du souvenir Pampino, et son hôte est intarissable devant tout public, scolaire et adulte, disposé à lui prêter oreille. Gilberto Paddy Mena est une de ces personnes qui forcent le respect. Cet homme m'a toujours aidé, donné des contacts, des informations précieuses. Gilberto Mena, dit El Abuelo Pampino. Il en est un autre, qui a joué pour moi le rôle de public relation dans l'univers Pampino. C'est Julio Navarro, neveu de mon ami photographe Luis. Ce dernier lui avait parlé de mon intention d'écrire à partir des témoignages sur la mémoire pampina. Julio a adhéré immédiatement à mon projet. Étant au chômage à l'époque et disposant de temps libre, il s'est offert pour m'aider et m'a accompagné lors des interviews que je faisais chez les personnes qu'il me présentait. Julio connaît beaucoup de monde et en est apprécié car il est très jovial, droit et courageux. D'autre part, les activités qu'il exerçait avec son épouse Laura au sein de l'œuvre caritative Hogar de Cristo l'avaient fait frapper à la porte de nombreux ex-travailleurs de la Pampa qui habitent dans les poblaciones d'Antofagasta. Le simple fait qu'ils leur disent que j'étais son ami ouvrait toutes les portes sans réticence. L'année 1999 a été pour moi celle où j'ai élaboré mes questionnaires et commencé les interviews des Pampinos. Un séjour riche en rencontres que j'ai parfois provoquées moi-même, mais aussi qui m'ont été rendues possibles grâce à mes amis. La première d'entre eux est Victoria Fuentes, qui m'a accueilli un mois dans sa maison, chose qui s'est reproduite à maintes reprises les années suivantes. Cela m'a permis d'avoir l'esprit libre pour travailler. J'avais connu et hébergé à Paris en août 1997 cette femme remarquable, professeure de français, et depuis nous sommes devenus des amis très proches. Née dans la Oficina Prosperidad, elle s'est empressée de me présenter d'autres Pampinos, sa sœur Maria, son voisin Raoul, etc. Par ailleurs, Victoria m'a intellectuellement soutenu, conseillé, encouragé lors de mes moments de doute. Toujours avec chaleur, enthousiasme, humanisme et esprit solidaire. Elle croyait en ma démarche. Victoria est une femme très active, qui enseigne encore à 69 ans. Malgré cela, elle prend toujours le temps d'écouter les autres. Le plus drôle de cette année-là, ce fut que je l'interviewais le jour de mon départ pour Santiago, dans le hall de l'aéroport de Cerro Moreno. Nous n'en avions pas trouvé le temps avant, ayant parlé de plein d'autres choses. 2 autres rencontres ont été très importantes également. Toutes 2 concernent Chacabuco et son utilisation par les militaires comme camp de prisonniers. Il s'agit de 2 ex-détenus. Ibar Ayvar, journaliste, avait vécu une partie de son enfance à Chacabuco et militant communiste, y était retourné en tant que prisonnier après sa détention au Stade national de Santiago. Il apparaît dans le film Est allemand que j'ai cité. Il avait alors 43 ans. Je l'avais rencontré la première fois à Paris, en 1996 ou 1997. Nous avions échangé des livres. Il voulait écrire sur l'enfance dans la Pampa et sur Chacabuco. Je l'ai revu une fois chez lui en 2004, en compagnie de son épouse, Michelle. Il m'a offert et dédicacé son livre, m'a encouragé à poursuivre l'écriture. Ibar s'est éteint quelques mois plus tard, des suites d'un cancer, à l'âge de 74 ans. Un de ses enfants qui porte le même prénom a fait un reportage sur les traces de son père. Il souhaitait retrouver le voisin qu'il avait dénoncé en 1973 et connaître Chacabuco. Chacabuco a déclenché une envie d'écrire chez un autre ex-détenu politique. Jorge Monte Alegre a découvert sa vocation poétique lors de sa détention. Âgé accent aigu alors de 19 ans, il faisait partie des plus jeunes détenus du camp. Il a su, grâce à son attitude, son discours, son sens de l'humour, humaniser le quotidien de l'horreur par ses textes, par exemple El Choquero. Son travail sur la mémoire est constant. Je l'ai rencontré chez lui à Santiago en août 1999.
Le cinéaste Gastón Ancelovici était là aussi pour l'interviewer, car il préparait un long-métrage documentaire qui a vu le jour en novembre 2001, Chacabuco, la mémoire du silence. Roré avait décidé ce jour-là de nous réunir, car le thème de la mémoire collective nous était commun. Le propos de Gastón était de relater le vécu et les souvenirs d'un groupe d'anciens prisonniers, qui, accompagnés de leurs proches, revenaient à Chacabuco où ils avaient été détenus durant plusieurs mois. Ce film recueille les récits et témoignages de Roré Montealegre, Ángel Parra, Roberto Zaldívar entre autres, ainsi que celui d'Hernán Rivera Letelier qui fut alors témoin oculaire de l'installation du camp. Il se trouve que Roré Montealegre et Ibar Ayvar étaient détenus à la même période, ainsi qu'un autre de mes témoins, Nivaldo Toro. Toutes ces rencontres, que j'ai eu le privilège de faire au cours de mes années de recherche sur le terrain, m'ont donc motivé pour écrire puis avec le temps aider à nuancer, à peaufiner la façon de traiter ce sujet. Mais il est temps maintenant que le lecteur fasse connaissance avec les lieux. Voyage à l'intérieur de la Pampa Nitre, ou état de lieu en péril. Si vous contemplez la Pampa et ses alentours, vous y sentirez la sécheresse du silence. Officina Salitrera, abandonnée. A. Présentation. Le Chili. Chili en aymara, langue amérindienne de l'altiplano parlée de nos jours en Bolivie, au Chili, au Pérou, signifie là où finit la terre. S'étirant sur près de 4270 km du nord au sud, ce pays longiligne offre des paysages naturels et des climats très diversifiés. Au nord, là où le Chili atteint sa plus grande largeur, là où la terre finit par ressembler parfois à la Lune, s'étend le désert d'Atacama, l'un des plus arides au monde. Jadis appelé des Poblados, le désert d'Atacama est une terre d'aventure pour le touriste en quête de sensations fortes, extrêmes, d'espace. Le Nord, dit l'écrivain chilien Antonio Skármeta, connu en France pour son livre porté à l'écran Le Facteur de Neruda, est la destination rêvée pour le touriste un tant soit peu raffiné, celui qui fuit la frivolité. Aujourd'hui, ceux qui s'aventurent dans le désert sont à la recherche d'autre chose qu'une identité nationale. Ils sont attirés par une identité cosmique. C'est dans le désert que la Terre a gardé inscrite la généalogie de ses déploiements millénaires. 18. Ce désert fait de grandes étendues minérales, de massifs aux ocres changeants, de failles profondes où se nichent de fraîches oasis et d'une beauté sauvage. Le nord chilien est une terre de contraste par excellence. Hauts plateaux, cordillères enneigées, volcans dont l'altitude dépasse souvent les 6000 mètres, lagunes vert émeraude, thermes aux sources chaudes, villages perchés, troupeaux de lamas, d'alpagas gardés par une population éparse d'origine aymara. Le géologue est comblé. Le clou du spectacle naturel du Nord, le but des expéditions matinales pour touristes ensommeillés reste les geysers du Tassio, champ géothermique entouré de hauts sommets près de la frontière bolivienne. Les puits d'eau bouillante sont entourés de sels minéraux. De violents jets de vapeur surgissent de la terre au lever du jour. Par ces panaches de gaz qui sont comme des offrandes, la terre donne le sentiment d'appartenir à une respiration plus vaste. Autre destination, la saline d'Atacama, qui est le plus vaste désert de sel au monde, 3000 km². Ce paysage minéral, éblouissant de lumière, craquelé et sculpté par l'érosion, n'est troublé que par l'envol d'innombrables flamants. Produite par l'évaporation d'eau venue de la cordillère et retenue par la dépression andine, ce lac de sel regorge de lithium, potassium, borax, etc. Près de San Pedro, sur les contreforts des Andes, la vallée de la Lune, quant à elle, possède un charme austère et envoûtant. Son nom lui vient des formations rocheuses aux contours singuliers et des pierres ocres qui la parsèment. Lors de fouilles, les paléontologues y ont découvert des fossiles datant de 200 millions d'années. Les conditions climatiques du désert d'Atacama en ont fait un lieu idéal d'observation du cosmos et le bonheur des astrophysiciens. À 120 km au sud d'Antofagasta, à 12 km de l'océan Pacifique et à 2635 mètres d'altitude, au Cerro Paranal, est implanté le Very Large Telescope, VLT. Le VLT est un ensemble de 4 télescopes géants dont les objectifs majeurs sont l'étude des galaxies, des confins du système solaire, la découverte de systèmes planétaires. Situé sur la plaque tectonique de Nazca, où le risque de tremblement de terre est très important,
les bâtiments abritant le VLT sont construits selon des normes parasismiques. L'agitation atmosphérique minimale, l'absence de pollution lumineuse, la pureté extrême du ciel rendent l'atmosphère transparente et les astres paraissent plus proches, même à l'œil nu. Cet Éden pour astronomes promet aux guetteurs d'étoiles pas moins de 340 nuits sans nuages par an. Par ailleurs, comme dans tout désert de la planète, le phénomène optique appelé mirage est légendaire et classique. Aux heures les plus chaudes de la journée, la surface du désert se réchauffe très fort, ainsi que la couche d'air en contact direct avec elle. Aussi, l'indice de réfraction de la lumière augmente du bas vers le haut. L'observateur aura la sensation de voir l'objet se refléter dans l'eau, alors qu'il ne s'agira que du reflet du ciel sur le sol. Si un individu perdu et épuisé voit le phénomène, il croit devenir fou, surtout parce que le ciel dédoublé ressemble à l'eau d'un grand lac. Si la soif est oppressante, peut-être aura-t-elle raison de lui. Álvaro Barros explique cette expérience fréquente sur la route, que les habitants de la région se plaisent à narrer. Les musées d'Arica et de San Pedro de Atacama recèlent des trésors. Sur les pentes de certaines collines de la Pampa del Tamarugal, d'anciennes civilisations ont laissé un art rupestre, les géoglyphes de Pintados. Les archéologues ont retrouvé dans le désert d'Atacama les restes d'humains datant de milliers d'années. Malgré l'hostilité de ce milieu naturel, le nord du Chili s'est vu peuplé très tôt et fut le lieu de développement de la brillante culture atacaméenne. La présence du Loa, le plus long fleuve du pays et le seul qui arrive à la mer, et de ses affluents a contribué à l'apparition des premiers villages il y a 3000 ans. Avec eux, se développèrent une agriculture rudimentaire, la domestication des animaux et la transhumance. L'espace social atacaméen est réticulaire et basé sur le caravaning, c'est-à-dire l'échange des produits par caravane de lamas. Les oasis du pays atacaméen ont plusieurs millénaires de développement autonome, mais toujours en relation avec les autres civilisations andines. Près de San Pedro de Atacama, Tulor, 100 AVJC-100 AP. JC est un exemple qui atteste d'un développement culturel, céramique, tissage, métallurgie, technique d'irrigation. Le musée Gustave Lepage de San Pedro de Atacama témoigne de l'essor de cette culture qui voit son apogée au XIIe siècle. Elle et son territoire entrent dans l'histoire occidentale en 1536 avec le retour de Diego de Almagro vers Cusco et le voyage de Pedro de Valdivia en 1540. Très vite, l'Église catholique exerce son pouvoir. C'est ainsi que de nombreux villages sont dotés d'églises coloniales au clocher typique, qui ravissent les touristes d'aujourd'hui. San Pedro de Atacama est le village halte obligé, point de départ de multiples raids et autres excursions. Toconao, plus tranquille, avec son ravin de Geria et ses eaux douces bordées de figuiers et de cognaciers, Soker et ses cultures en terrasse, Pica, Matilia, la Tirana, les oasis sont de véritables vergers au cœur du désert qui offrirent jadis fruits, légumes, bois, charbon et fourrage au centre nitrier. En se rendant en car au site incontournable du nord chilien, sur la panaméricaine entre Pisagua et Taltal, soit sur une distance de 700 km, on ne peut manquer de s'étonner. Quand on va d'Antofagasta jusqu'aux oasis d'altitude, mis à part quelques recoins où paraissent survivre quelques arbres, arbustes ou plaques d'herbe, et annonçant en général un peuplement urbain, l'impression qui saisit le voyageur est celle de parcourir un univers minéral, totalement minéral. Panneau signalant un ancien campement minier. Le paysage défile comme sur un ruban continu. L'ocre des collines dénudées, zébrées de sillons, la plaine aride parfois ombragée par un arbre isolé, un caroubier adapté au sol salin. Puis le sol désertique apparaît, çà et là, comme trituré par des explosions, ce sont les champs de nitrate. Nitrate ou salpêtre, salitre en espagnol. Pas une âme qui vive. Les témoins de l'époque glorieuse du salpêtre, de l'épopée de cette ressource naturelle surnommée or blanc ne sont ici guère éloquents. La panaméricaine est bordée de pancartes qui prétendent résumer l'histoire de telle ou telle officina salitrera en indiquant date d'existence et population laborieuse. Il ne reste que les terrils et quelques villages démantelés aux noms rappelant parfois les créateurs de l'entreprise. Ossa, Puelma, Edwards. Ou encore des prénoms de femmes passionnément aimées, Anita, Cecilia. Des cimetières à l'abandon aussi, aux tombeaux ouverts victimes de pillards, aux couronnes de fleurs en papier. C'est la Pampa nitrière. Cimetière de Pampa Union.
Il y eut un temps doré où les mineurs extrayaient le salpêtre, et où cet engrais partait vers l'Europe. Le salpêtre, il y en avait tant que le Chili aurait pu s'appeler ainsi, salpêtre. Même s'il n'y avait pas un arbre sur la place de ces villages, le travail attirait les hommes qui abandonnaient leurs familles dans le sud, dans la région des lacs et des longues ombres végétales, des pluies et de la boue, des pommes et des copihues, écrit Antonio Scarmeta. Difficile d'imaginer que ce paysage désolé, inhospitalier fut, dans un passé pas si lointain, l'univers quotidien de milliers de personnes. Les villages fantômes de la pampa nitrière évoquent ceux de l'Amérique du Nord, créés eux aussi à cause d'un or, le véritable cette fois, et désertés une fois la source de fortune tarie. Beaucoup de ces villes sont vraiment mortes, plus désespérément que celles de l'Ancien Monde. Car même en grattant la terre, on ne les ferait pas ressurgir de l'oubli. Elles se sont dissoutes dans le vent et la pluie, il n'en reste que des planches éparses et des ponctuations dissimulées par la végétation. Écrivent Bébiez et F. Lacassin à propos des villes fantômes de l'Ouest américain. Ce recueil de photos en noir et blanc présente chaque ville morte en précisant sa date de naissance, la raison de son existence et une brève anecdote. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.